On va parler maintenant des deux chapitres absolument passionnants, parce que ce sont des vraies mises au point, et ça démontre aussi l'implication du régime de Vichy dans la persécution des juifs en France et au final des juifs d'Europe. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation des juifs en 1940? Alors en France, il y a à peu près 330 000 juifs à cette époque. La moitié sont français, la moitié sont étrangers ou apatrides à cause des vicissitudes de la politique et de la guerre. Et ce sont... C'est pas vraiment une communauté parce que les gens sont dans ces situations très différentes. Certains d'entre eux sont des notables et puis d'autres exercent de tout petits métiers dans des situations difficiles. Est-ce qu'il y a à cette époque une différence de traitement par la République encore entre les juifs français et les juifs étrangers? Alors non, pas jusqu'en 1939, bien qu'il y ait une animosité évidente dans l'opinion publique à l'égard des juifs et des juifs étrangers en particulier. Mais il est vrai qu'avec le déclenchement de la guerre, des mesures d'internement et de surveillance ont frappé des étrangers, dont des juifs. Que se passe-t-il pour toutes ces personnes quand la guerre se déclenche et que les Allemands rentrent en France et finalement gagnent la première phase de la guerre en France? Alors, bon, il y a beaucoup d'hommes juifs qui sont mobilisés comme n'importe quel Français, et puis une petite partie d'entre eux est déjà internée sous la Troisième République, et je dirais qu'après, ils vont réagir comme l'ensemble de la population, c'est-à-dire souvent partir en exode, mais comme vous le savez peut-être, les Allemands vont interdire en principe aux Juifs de rentrer en zone occupée après la conclusion de l'armistice. Donc ça a créé de nouvelles installations, de nouveaux déséquilibres et des situations personnelles entièrement nouvelles pour de nombreuses personnes. Quelle est la position du gouvernement français à partir de juin 40, sachant qu'ils sont sous la botte et sous le contrôle du régime nazi qui a démontré son antisémitisme sans phare? Alors en fait, le régime de Vichy n'a pas besoin des Allemands pour être antisémite. Dès l'été 1940, il a sa propre politique, traduite dans des textes, qui est à la fois une politique extrêmement xénophobe, tournée contre les juifs étrangers, qu'on souhaiterait voir quitter la France et qui sont définis comme indésirables. Et d'autre part, une dimension d'antisémitisme français qui impute à des juifs trop influents et trop puissants dans d'importants domaines politiques et économiques la défaite de la France. Donc, dès le mois de juillet 1940, le gouvernement de Vichy adopte ses premières mesures xénophobes et est persuadé que l'opinion publique réclame des sanctions contre les juifs. Aussi, le premier statut des juifs pris par Vichy, qui date du mois d'octobre 1940, n'est pas imposé par les Allemands, même si on s'est pressé d'adopter ce texte à Vichy pour ne pas être en reste avec les premières ordonnances antisémites allemandes qui viennent d'être édictées en zone occupée. Il y a une espèce de concurrence et à la fois un désir de Vichy de se faire bien voir du vainqueur en adoptant ce tropisme antisémite. Qui est le rédacteur de ce premier statut des Juifs? Alors, je vous assure que personne n'en a réclamé la paternité après 1945. Euh, on l'impute en général au ministre de la Justice, Raphaël Alibert, qui était très antisémite et qui s'est vanté de la préparation de ce texte,
avec certains membres de son cabinet. Mais il semblerait qu'en cours de rédaction, le texte soit passé au ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur est alors Marcel Pérouton, qui semble avoir remanié à son tour le texte. Et ce texte est discuté en Conseil des ministres. Et grâce à un document d'archives absolument exceptionnel, on voit que Pétain lui-même a corrigé un certain nombre des dispositions du statut des Juifs, en général pour les rendre plus sévères. Est-ce que le maréchal Pétain avait une réputation d'antisémite avant cet épisode? Non, ce n'est pas quelqu'un qui était engagé dans une action ou dans un discours antisémite, et même dans ses documents privés, ça n'est pas du tout quelque chose qui est au premier plan pour lui avant 1940. Par exemple, il est beaucoup plus hostile à la franc-maçonnerie dans ses propos d'avant-guerre qu'aux juifs. Mais il se révèle un antisémite, je dirais, du 19e siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que les juifs ont trop d'influence dans l'organisation de la société française et qu'il convient de réduire cette influence. Et puis, il est très xénophobe et il souhaite vraiment qu'il n'y ait plus de juifs étrangers en France. Est-ce qu'on sait si Pierre Laval a eu une influence sur ce statut des Juifs? Non, pas spécialement. C'est vrai que lui, il est dans cette logique de se faire bien voir des Allemands à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il approuve le statut. Je ne pense pas qu'il se soit spécialement intéressé à son contenu. L'important pour lui était que le statut existe comme pièce démonstrative de la bonne volonté française. Et quand ce statut est publié, au journal officiel, quelles sont les conséquences directes pour les personnes concernées par ce statut? Eh bien, dans un premier temps, surtout des interdictions professionnelles. Il y a toutes sortes de métiers ou de professions qui sont interdites dorénavant aux juifs, sauf cas de dérogation extrêmement rare, hein, puisque ça se compte vraiment, je dirais, en dizaines ou en unités, hein, pas du tout en centaines ou milliers d'exceptions. Ce qui montre bien que Vichy est décidé à mettre en œuvre ce statut, même si au point de vue juridique, il ne tient pas debout. C'est un statut qui concerne que la zone dite libre. Oui, absolument. En zone occupée, sévissent des ordonnances allemandes, mais néanmoins, si vous êtes fonctionnaire appartenant à une catégorie qui n'est plus accessible aux juifs en zone occupée, vous ne pouvez plus exercer cette profession non plus en zone occupée. C'est la préfiguration de ce qui va se passer quelques mois, quelques années après, finalement des grandes rafles dans lesquelles la police française et une partie de l'administration française va prêter son concours aux Allemands. Alors, non, l'antisémitisme de Vichy fonctionne avec sa propre logique, qui est une logique de ségrégation. Voilà, j'ai envie de renvoyer plus aux idées de ségrégation comme elle a pu exister aux États-Unis ou d'apartheid. Vous voyez, de faire des catégories de citoyens de seconde zone réduits un peu à des expédients économiques. C'est plutôt ça l'idée, et surtout de se débarrasser des juifs étrangers, mais par exemple en les faisant réémigrer vers d'autres pays. C'est ça la logique de Vichy dans un premier temps. Et puis elle se heurte et elle essaie de se combiner avec la logique allemande qui va être une logique d'exclusion, de marquage, puis de destruction. Voilà. Mais ce sont deux politiques qui s'articulent avec des heurts et des difficultés, non pas au point de vue moral, mais tout simplement parce qu'on n'est pas parti sur les mêmes logiques à l'origine.
Pourtant, au final, Pierre Laval va autoriser un certain nombre de convois et de déportations. Absolument. Et je dirais que le gouvernement de Vichy va même proposer, lorsque les Allemands vont réclamer des contingents de juifs à déporter, vont proposer des catégories. C'est René Bousquet qui va le premier avoir l'idée d'offrir les juifs apatrides qui se trouvaient en zone libre aux Allemands. C'est Laval et dans une moindre mesure la préfecture de police de Paris qui vont encourager les Allemands à prendre aussi les enfants pour faire du chiffre et pour se débarrasser de la gestion de ces enfants qui resteraient seuls. Donc bien entendu que Vichy a une responsabilité dans la déportation des Juifs de France, y compris de Juifs français, pour avoir procuré les moyens et apporté son aide, car sans la police française, la gendarmerie française, l'administration française, les transports français, les Allemands n'auraient pas pu déporter 76 000 juifs hors de France. On sait aussi qu'il y a eu des résistances, à la fois du haut clergé français et de la population, à ces mesures. Comment réagit Vichy quand elle voit que finalement ce statut ne rencontre pas l'adhésion d'une majorité Alors de Français? ce n'est pas tant les statuts des juifs qui vont effectivement provoquer des questions et des réactions, ce sont vraiment les arrestations massives, en particulier celle de l'été 1942, qui s'opèrent sous les yeux de la population française, qui vont susciter les protestations du haut clergé français, l'épiscopat menaçant même de passer dans l'opposition au gouvernement, et puis l'incrédulité et l'indignation d'une partie de la population qui ne peut pas croire que des Français prêtent la main à ces actions, sachant que les Français sont tout à fait persuadés que les Allemands sont décidés à opérer ces violences comme ils en opèrent dans l'ensemble du pays. Et à ce moment-là, c'est la force de ces réactions qui va stopper pendant un temps la participation de Vichy aux grandes rafles. Dernière question, est-ce que le maréchal Pétain, Pierre Laval, le gouvernement de l'État français savait ou imaginait ce qui pouvait arriver à tous ces malheureux qui partaient dans les convois? C'est une question très difficile. Je vais vous dire que ils ne savaient pas qu'il y allait y avoir une extermination industrielle et systématique, mais que le risque mortel encouru était considérable, ils l'ont pressenti et deviné et su parce qu'ils ont reçu beaucoup d'avertissements. La manière dont se sont opérées les rafles, en particulier la rafle du Veldiv, avec ses conditions atroces de détention, montrait très bien qu'il ne s'agissait pas simplement d'arrêter des gens pour les déplacer. D'autre part, la déportation ne touchait pas que des personnes qui étaient susceptibles de travailler, mais elle touchait des enfants en bas âge, des vieillards, des malades, des invalides. Et justement, j'ai mentionné le fait que Pierre Laval a demandé expressément que les enfants soient pris aussi. Euh, c'est vraiment, je trouve, le comble de l'atrocité, puisqu'il savait que le risque mortel, du moins je dirais de mourir de misère, était au bout de la déportation.